Est-ce que l'action Concentrix est intéressante au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste de l'expérience client, c'est-à-dire les call centers principalement. On est sur une action qui a complètement dévissé depuis les plus hauts à peu près à 200 $. On est allé jusqu'à 35 $. Depuis, on rebondit avec un peu de volatilité quand même, mais on rebondit bien. Donc, est-ce que c'est le moment d'attraper le rebond? On va regarder ça. Alors, la croissance du chiffre d'affaires en médiane, c'est 13,5%. C'est quand même élevé. On a 11,3 sur 12 mois glissants à mai 2025, ce qui est pas mal, ce qui reste près de cette valeur plutôt élevée. En fait, la boîte, elle fait beaucoup, beaucoup d'acquisitions. On a fait 14,5 milliards d'acquisitions. Pourtant, on n'est valorisé que 3,6 milliards. Il y a quand même un problème quelque part. Ces acquisitions ont peut-être détruit de la valeur. Il y a peut-être, on doit avoir une énorme décote. On a une énorme décote, on va aller voir ça plus tard, sur les capitaux propres, puisque pour avoir autant d'acquisitions, on doit avoir du coup énormément de goodwill, des cas d'acquisition, et pourtant une valorisation qui est très faible. Bon, mais la croissance est là en tout cas, et c'est un mix de croissance externe et organique. Avec cette croissance, est-ce qu'on arrive à faire monter les marges? Parce que c'est ce qu'on veut voir. Quand on gagne des parts de marché, et qu'on fait de la croissance et qu'on gagne des parts de marché, normalement les marges doivent augmenter. Bon, ce qu'on voit, c'est que taux marge brut est en légère augmentation, mais c'est rien d'extraordinaire. On a plus de quelques pouillèmes de points. Le taux marge d'EBITDA, lui, par contre, il a bien augmenté depuis 2020. Il se stabilise près de la médiane maintenant. La médiane est à 15%, ce qui est correct, on va dire, c'est pas exceptionnel. Taux marge net, lui, il est faible. Alors, il faut d'une part regarder les taux marge de free cash flow. Lui, ce taux marge de free cash flow, il est plus élevé que le taux de marge net. C'est une activité qui est plutôt maintenant génératrice de cash. Il n'y a plus beaucoup de. En réalité, il y a plus besoin d'investir massivement dans l'activité principale. Et ils font surtout des acquisitions, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'investissement massif. On voit que le marge de free cash flow, taux marge de free cash flow, il est à 5%. Taux marge net, lui, en fait, il est impacté par du non-cash. C'est en fait, principalement, ces derniers temps, les coûts, en gros, les charges qui doivent passer pour l'acquisition de Webhelp. Bon, les marges, on va dire, nous montrent que c'est correct, sans être extraordinaire comme business. Et puis, c'est très concurrentiel, évidemment. Donc, après, Concentrix sont numéro 2. Donc, ils arrivent quand même à défendre ils ont quand même des coûts qui sont assez bas, donc, comme Téléperformance. Par contre, en revanche, les acteurs un peu plus petits, eux, ont du mal à baisser leurs coûts. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, on n'a pas le chiffre à mai 2025, mais si on compare entre février 2025, on avait quand même beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets. On va regarder si l'entreprise est à BFR négatif. Non, c'est pas le cas. Est-ce que ça va prendre le chemin? Non plus. Ça se dégrade de plus en plus. On est de plus en plus en BFR positif. Ça veut dire aussi que pour alimenter l'activité, il faut injecter du cash pour alimenter les opérations, puisque le délai de paiement client est plus élevé que le délai de paiement fournisseur, malheureusement. Ça, la dépense en capital constante, ça impacte les free cash flow. Si on regarde dépréciation, amortissement, VS, dépense en capital, par contre, là, on est à peu près à équivalence. Est-ce qu'il y a du other cash item? Il y en a pour moins 253 milliards. Donc là, en fait, ce sont des dépenses cash pour le coup. Et après, il fallait voir en table de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Potentiellement, je pense que c'est les frais liés à l'acquisition de BEP, la dernière grosse acquisition qui a été faite. Donc là, vous n'avez pas toute l'explication, la différence entre le cash flow et les bénéfices nets. Donc il fallait, dans les tableaux de trésorerie, regarder ça, comment ça se passe en détail. Si, voilà, pour aller aux entreprises, s'il n'y avait pas de dette, mais il y a de la dette, moi j'aurais plutôt utilisé les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. On va aller regarder la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui est en médiane à 8,2%, ce qui n'est pas extraordinaire. Sur les 12 derniers mois, on est à 7,6%. C'est un business qui est pas si intensif en capital, c'est surtout de l'humain en réalité. Il y a un peu, bon, il y a quand même un peu de logiciel, mais bon, pour une boîte américaine, je trouve que cette rentabilité, elle n'est pas exceptionnelle. La trajectoire en revanche, était un peu plus encourageante, puisqu'on a atteint le point bas en février 2024 et on est en train de rebondir un petit peu. Bon, voilà, c'est pas une rentabilité exceptionnelle, mais au moins, elle est au-delà de la croissance organique de la boîte et du marché, donc au moins, ça permet de s'autofinancer et de dégager du cash pour faire des acquisitions et rémunérer l'actionnaire aussi. On va aller d'ailleurs d'abord regarder l'endettement. La dette est très lourde sur Concentrix. Donc, dans la dernière publication, donc ici, elle nous disait qu'on était à 3,3 de mémoire. Ici, c'est à peu près ce qu'on voit sur ce qui nous est donné par Coifin. Donc, en fait, ouais, on a plus de 3 fois les l'EBITDA. Ça commence à être très lourd pour une boîte qui est plutôt. Donc, après, ça, c'est l'historique des acquisitions passées qui pèsent. Cette boîte, normalement, elle n'est pas. Elle n'a pas beaucoup de croissance organique. Elle est pas, donc elle ne doit pas injecter beaucoup de dettes pour financer la croissance.
Mais en revanche, elle fait des acquisitions, c'est partie intégrante de son business model et donc ça fait monter la dette. Donc Colfin nous dit que la dette a baissé, la dette nette a baissé par rapport à février 2025, mais dans le dernier rapport, il disait que c'était en hausse. Alors il faut regarder, c'est peut-être oui, non, on était passé de 3,2 à 3,3 actuellement, donc bon, peut-être à prendre avec des pincettes ce chiffre fourni par Colfin. Bon, la dette est un peu lourde et ça du coup génère des frais financiers qui vont peser sur la boîte. Donc attention, hein, il faudrait qu'ils remboursent quand même plus rapidement la dette. Là, ça monte un peu trop. Si on regarde la rémunération de l'actionnaire, hop, on a des rachats d'actions et des dividendes qui sont payés. On a des dividendes qui sont en augmentation constante depuis 2021. 85 millions de dividendes. Bon, ça nous fait un peu plus de 2,5% en rendement de dividendes. Et vous avez des rachats d'actions en plus. Ça, c'est l'acquisition Webhelp. On a fait une augmentation de capital. Et depuis, on rachète les actions et il les annule, ces actions. Donc, ça augmente le rendement d'actionnaire. Là, il nous le calcule à 6,8%. Ça me semble élevé, hein, mais c'est peut-être le cas. En tout cas, ils ont raison de racheter leurs actions. Si on regarde la valorisation, on est à 4,9 en VE sur EBITDA contre une médiane de 7,4. Donc la médiane, en soi, elle est déjà faible. On est value, enfin sur la médiane, pour moi, value, c'est à 7. On est légèrement dessus, mais pas très loin. 4,9 à la dernière publication, c'est pas très cher quand même. C'est pas très cher, donc ça vous offre une bonne marge de sécurité, 30% de marge de sécurité. Donc, Concentrix, je pense que c'est intéressant d'un point de vue valorisation. Des cotes sur actifs tangibles, il n'y a pas d'actifs tangibles dans ce genre de boîte. Par contre, des cotes sur capitaux propres, on est à 0,8. Voilà, c'est ce que je soupçonnais, hein. Donc en fait, après, les actifs de la boîte, c'est principalement des écarts d'acquisition. Donc c'est pas très, c'est que de l'intangible, hein, ce business. Donc vous n'avez pas vraiment de marge de sécurité, hein. Ces actifs, ils sont pas liquides, ils ont pas de valeur marchande en réalité. Donc cette décote-là, bon, elle nous signale juste que le marché sanctionne l'entreprise, sous-évalue l'entreprise, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous avez une marge de sécurité sur ces capitaux propres. Conclusion du dossier Concentrix. Bon, je continue à préférer Téléperformance quand même. Ils sont beaucoup moins endettés et la valorisation est à peu près équivalente. Donc, avec une rémunération de l'actionnaire qui est à peu près au même niveau, hein. Vous aurez 500 millions par an entre 2026 et 2028, d'après le dernier Capital Market Days. Bon, voilà. Moi, je trouve que c'est plus intéressant Téléperformance. Il vaut mieux aller sur le numéro 1 dans un marché qui est très concurrentiel. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.